périple commence aux portes de la Bretagne par la petite ville de Vitré, une ville d'art et d'histoire au centre historique authentique. Son passé médiéval se remarque dès les premiers pas dans la cité, avec ses nombreuses maisons à pans de bois et ses petites rues pavées. On y trouve aussi de très belles maisons de maître construites en pierre du pays. Mais à Vitré, on y vient surtout pour son château, véritable chef-d'œuvre médiéval. Sa silhouette singulière, perchée sur un promontoire schisteux, domine la cité du haut de ses tours majestueuses. C'est Robert Ier qui le fait construire vers la moitié du XIe siècle afin de se protéger des principautés voisines, souvent belliqueuses. Au cours des siècles qui suivirent, et au gré des guerres nombreuses à cette époque, il sera grandement fortifié pour lui donner son aspect actuel. La balade se poursuit à travers la ville où l'on pourra découvrir d'autres tours, églises, vestiges anciens et jolies maisons. Et pour finir la visite de cette jolie petite cité, balade le long des remparts du château, puis sur les rives de la Vilaine, la rivière qui borde la ville. Mon voyage se poursuit en direction de Fougères, qui se situe aux confins de la Bretagne, du Maine et de la Normandie. Ancienne ville forte, elle domine la vallée du Nançon, où se love dans un de ses méandres son magnifique château féodal, dont l'enceinte compte parmi les plus considérables d'Europe. C'est depuis son jardin public, situé dans la ville haute, jardin très apprécié déjà à l'époque de Balzac et de Victor Hugo, que l'on peut se rendre compte de l'étendue du château. On notera que sa particularité est d'être construite dans la vallée, contrairement aux autres châteaux féodaux généralement construits sur les hauteurs. C'est vers la fin du XIIe siècle qu'il fut érigé par Raoul II, devenant la place forte qui défendait la frontière de la Bretagne depuis le Mont Saint-Michel jusqu'à Nantes.
Château de pierre, les collines voisines fournissent le schiste, pierre locale et économique, pour la majeure partie des fortifications. Plus onéreux, plus résistant, le granit sera utilisé pour les parties fragiles, les portes, les fenêtres, la base des tours et des murs. À l'intérieur, 3 grands ensembles, 3 cours qui ont chacune leur fonction. La première défensive, seul point de passage pour les assaillants. La deuxième à l'intérieur des remparts et le lieu principal de la vie quotidienne, qui sert aussi de refuge à la population en temps de guerre. Puis le quartier résidentiel avec donjon, salle de réception et chapelle. La journée commence par une petite incartade en pays normand, le mont Saint-Michel étant un site incontournable quand on visite la région. C'est en navette ou à pied maintenant qu'on accède au mont Saint-Michel, un mont Saint-Michel aujourd'hui enrobé de nuages bien bas. La marée basse de ce matin nous fait découvrir l'immensité sableuse qui entoure ce gros rocher granitique sur lequel, en 966, fut construit un sanctuaire à la demande, nous dit la légende, de l'archange Saint-Michel qui serait apparu 200 ans plus tôt à Saint-Aubert, évêque d'Avranches. Le mont Saint-Michel est le site touristique français, si l'on accepte Paris, le plus visité de France avec plus de 24 millions de visiteurs par an, le record étant de 33 000 touristes le 19 mai 2023, alors que la commune ne compte que 33 habitants résidant à l'année. Et je commence la visite par le tour des remparts qui correspond à l'enceinte qui ceinture l'îlot où fut bâtie l'abbaye perchée au sommet du rocher. Depuis le chemin de ronde, on découvre très bien le pont piétonnier qui amène les touristes au pied des remparts. C'est après toute une série d'escaliers à gravir et après s'être acquitté du droit d'accès à l'abbaye que l'on arrive sur le parvis de l'abbatiale. Décidément, le temps n'est toujours pas de la partie. La vue que l'on nous dit superbe sur la baie du Mont Saint-Michel reste cachée par les nuages bas. Construite en grès, en partie de style roman, l'église du Mont Saint-Michel a subi des transformations et des agrandissements durant 5 siècles. Elle devient sanctuaire du pèlerinage de l'archange Saint-Michel en 1886 et accueille de nombreux pèlerins. La merveille au cœur de la merveille, c'est ainsi que l'on surnomme le cloître qui jouxte l'abbatiale.
un véritable chef-d'œuvre de l'art gothique. Voisin du cloître, le réfectoire des moines et son âtre monumental. Descendant d'un étage, la crypte au gros pilier, elle supporte le chœur gothique de l'abbatiale. Nous voici devant la roue monte-charge de l'abbaye. Relativement récente, début 19e, la roue servait sous l'administration pénitentiaire, car le Mont-Saint-Michel fut aussi une prison d'État. Elle était actionnée par 2 prisonniers qui marchaient à l'intérieur, à la manière des écureuils. Je finirai la visite de la merveille par la salle des chevaliers. Ses colonnes et ses voûtes supportent le poids du cloître et de son jardin. C'est une des plus belles salles gothiques de l'architecture française. Les 2 immenses cheminées font penser que c'était ici qu'était installé le scriptorium, l'atelier de copie et d'enluminure de l'abbaye. Retour à la civilisation dans la toute petite rue principale du Mont-Saint-Michel, toute petite mais très commerçante, avec sa maison emblématique de la mère Poulard et de sa célèbre omelette. Dans le cadre du désemblement de la baie du Mont-Saint-Michel, la construction du barrage sur le Couesnon, le fleuve qui a mis le Mont-Saint-Michel en Normandie, aux grandes dames des Bretons. Sa mission est de retenir un maximum de liquide, puis, 6 heures après la marée haute, de relâcher cette masse d'eau pour refouler les alluvions vers le large par effet de chasse. Il est équipé de 8 vannes de 20 tonnes chacune. Son débit maximum peut atteindre 100 mètres cubes seconde. Ah oui, depuis 1979, le Mont-Saint-Michel est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ça, vous vous en doutiez. Dole de Bretagne, qui appartient au club réputé des petites cités de caractère, est un charmant petit village médiéval où flâner dans son centre historique vous plonge immédiatement en plein Moyen-Âge. Des maisons à pans de bois datant du XVe et du XVIIe siècle, de jolies façades, de nombreuses maisons de pierre au charme typiquement breton. Au 17 de la rue des Stuarts, la maison des Petits Palais, la plus ancienne des maisons de Bretagne. Mais la grande fierté de Dole, c'est sa cathédrale Saint-Sampson. Construite en granit, longue de plus de 93 mètres, sa première pierre fut posée en 1203 et la fin des travaux au XVIe siècle. Autre fierté de la ville, à une demi-lieue de Dole, le menhir de Chandolan. En granit, il mesure 9,30 m.
Cancale, un joli port qui se savoure autant par le regard que par le palais, car les fameuses huîtres de Cancale sont de réputation mondiale. Pour les déguster, des producteurs installés sur le quai face à la mer vous offriront leur service. Tout à côté, Roténeuf et ses rochers sculptés. C'est l'œuvre insolite de l'abbé Fourré, curé de la commune de Roténeuf, qui durant une quinzaine d'années s'est échiné, avec talent, à sculpter les rochers de granit d'une petite presqu'île qui tombe dans l'océan. Toutes ces figures sculptées vont de bas-relief au visage totalement figuratif. On pourra compter plus de 300 sculptures inspirées des légendes de la région, des personnages fantastiques au rictus effrayant, des monstres marins extraordinaires ou des animaux mythiques. L'érosion, le sel, le vent, les embruns, les mousses et lichens, mais aussi le tourisme de masse mettent à mal cet endroit fort agréable. Saint-Malo. Saint-Malo, ville corsaire. Et 6 villes corsaires, priorité aux bateaux. C'est pourquoi il n'y a pas pour l'instant possibilité d'accéder à la ville, le pont tournant étant ouvert pour laisser libre cours à la navigation. Nous voici au pied des remparts de la cité corsaire, ville natale de personnalités illustres comme Jacques Cartier, Duguay-Trouin, Chateaubriand entre autres, mais surtout le plus célèbre Robert Surcouf, corsaire au service de la France, considéré encore aujourd'hui comme le meilleur marin que la France n'ait jamais connu. Si la première enceinte a été construite vers la moitié du XIIe siècle, la majeure partie des remparts actuels a été construite par Garangeau, architecte de Vauban, au XVIIIe siècle. La boucle de remparts qui entoure la cité mesure environ 2 km. Ce sont de belles et solides bâtisses de pierre qui forment le cœur de la cité, avec une implantation très rectiligne. Tout au long du circuit, on trouvera des monuments honorant la mémoire des personnalités qui ont marqué la ville. Si Saint-Malo est une ville chargée d'histoire, de petites plages qui bordent les remparts lui donnent aussi un petit côté balnéaire.
À tout seigneur, tout honneur, la statue de Robert Surcouf. Et la marine française reconnaissante a baptisé 5 bâtiments du nom de Surcouf, dont un escorteur d'escadre D621 où j'ai eu l'honneur de servir. La boucle est bouclée, elle se termine à l'entrée historique de la cité face au château qui est détaché des remparts et qui aujourd'hui sert d'hôtel de ville. L'hydroélectricité, la première des énergies renouvelables, très à la mode en ces temps de disette énergétique. Cocorico, c'est le 26 novembre 1966 que le général de Gaulle viendra inaugurer le barrage de la Rance à côté de Saint-Malo. Pour la première fois au monde, de l'électricité est produite grâce aux marais. C'est ici, dans l'estuaire de la Rance, que se produisent les plus grandes marées d'Europe. Un endroit tout indiqué pour implanter une usine marémotrice dont le fonctionnement est dû à la variation de la mer qui monte et descend 2 fois par jour au rythme des marées. Si aujourd'hui il existe 10 usines de ce type dans le monde, seulement diront certains, elle est restée la seule durant 4 décennies. Toujours sur la Rance, à une petite vingtaine de kilomètres, la jolie ville de Dinan, où nous nous rendons maintenant. Lorsqu'on arrive à Dinan, c'est un accueil magistral qui nous est réservé par Bertrand du Guesclin en personne, enfin sa statue, grand connétable de France natif de Dinan, qui s'illustra vaillamment durant la guerre de 100 ans. Dinan, cité médiévale ceinturée par 3 km de remparts où l'on compte 10 tours et 4 portes fortifiées, possède un château du XIVe siècle qui domine fièrement la Rance. C'est un véritable régal que d'arpenter les petites rues pavées de cette ville millénaire, flanquée de leurs maisons en encorbellement et pans de bois, à l'architecture si typique et aux couleurs si variées. Construite entre le XVe et le XVIIIe siècle, on en recense 130. Elle donne toute son authenticité au centre historique de cette ville. Mais la rue la plus réputée de la cité est la rue Gersual. Pavée et très pentue, elle relie la ville haute au port sur la Rance depuis 10 siècles. Tout au long de cette rue se sont installés de nombreux ateliers d'artistes, héritage d'un passé industriel où tisserands et tanneurs foisonnaient. Aujourd'hui port de plaisance, dès le XIe siècle, le port de Dinan était animé avec des échanges avec l'Europe du Nord, l'Espagne et les Amériques. Le vieux pont de Dinan est la limite d'intrusion saline. Au-delà, on retrouve de l'eau douce. Le plus dur reste à faire, remonter la rue Gersual avec ses portions à 18%. La basilique Saint-Sauveur, de style roman, édifiée à la fin du XIIe siècle, elle est surtout remarquable par ses jolis vitraux.
sommes guère plus qu'à 2 km de Dinan. Léon, fier village de granit agglutiné autour de son prieuré, dédié à saint Magloire et fondé en 850 par Nominoé, roi des Bretons. Son église actuelle date du XIIIe siècle. On y trouve quelques gisants, témoignages de la puissance de la famille des Beaumanoirs, et aussi le gisant de Dame Tiphaine, première épouse de Du Guesclin. Du prieuré, seul le dortoir des moines et le cloître subsistent aujourd'hui. On y organise des expositions temporaires et des événements culturels. Juste un petit arrêt à Saint-Brieuc pour visiter son centre historique. Saint-Quay-Portrieux, célèbre cité balnéaire, mais aussi 6e port de pêche français et l'un des centres les plus importants de la coquille Saint-Jacques. Bordé par 6 km de côte, elle est résolument tournée vers la mer et ses sports, ses plages de sable fin, ses jolies villas balnéaires très cossues. Et ses piscines d'eau de mer si appréciées des touristes. Je prends maintenant la direction de Pontrieux, au surnom prestigieux de Petite Venise du Trégor. Située au fond de l'estuaire du Trieux, cette jolie bourgade est classée petite cité de caractère avec ses maisons à pans de bois et son passé historique. Mais Pontrieux est surtout connu pour les bords de sa rivière qui compte plus de 50 lavoirs qui correspondaient aux besoins des habitants de la cité au XIXe siècle. Longtemps oublié mais aujourd'hui restauré, l'ensemble forme un lieu pittoresque qui se visite en barque.
Sur la route de Tréguier, nous dit la chanson un peu olé olé, eh bien moi j'y suis. Tréguier est une ville épiscopale depuis sa création en 535. Son quartier médiéval est le témoin de son riche passé. C'est la ville natale de Saint-Yves, patron des Bretons, mais aussi d'Ernest Renan, grand penseur devant l'Éternel. Au-dessus des toits de la cité s'élance la flèche ajourée de la cathédrale Saint-Hugues du Hal, un moine qui créa la ville au VIe siècle. Édifiée au début du XIIe siècle, elle est classée comme l'une des plus belles de toute la Bretagne. En son centre, le tombeau de Saint-Yves, une œuvre majestueuse construite en pierre blanche, avec un gisant en marbre datant de 1886 et son édicule finement sculpté. Le cloître de la cathédrale est formé d'une galerie couverte d'un berceau de bois. Construit en granit au XVe siècle, il se compose de 46 arcades de style flamboyant, sous lesquelles de nombreux gisants et pierres tombales anonymes y ont trouvé leur place. Je vais finir la journée en me rendant sur le superbe site du gouffre de Plougrescant, qui d'ailleurs n'a rien d'un gouffre. Il se situe au fond d'une baie où viennent les jours de tempête se fracasser les vagues sur les énormes rochers qui bordent la côte. Aujourd'hui, pas de tempête, mais une brume de mer qui nous bouche tout le paysage. Optimiste, je me dis qu'il serait bon de patienter un peu pour que le vent marin nous dégage de ce mauvais temps. Une curiosité très connue est à voir à cet endroit. Pour patienter, je pars à l'assaut d'une barre de rochers qui surplombe la mer. Un peu d'exercice ne me fera pas de mal. Et là, ma patience fut récompensée, la brume dissipée, je peux enfin admirer cette jolie maison aux volets bleus, construite entre deux rochers, qui, à coup sûr, figure dans le top 5 des cartes postales les plus vendues de Bretagne. J'avais réservé ce matin une place sur le premier bateau en partance pour l'île de Bréhat, qui est l'île principale d'un petit archipel de 86 îles et récifs. C'est l'une des grandes fiertés de la côte bretonne. On l'appelle aussi l'île aux fleurs, car toute l'année, l'archipel profite de l'influence du Gulf Stream, ce courant marin chaud prenant sa source dans le golfe du Mexique, assumant un microclimat particulièrement doux l'hiver, favorisant ainsi la croissance de nombreuses plantes exotiques comme l'agapanthe, le mimosa, l'aloès ou le camélia. Le moulin à marée de Birlot. Construit en 1633, il a produit de la farine jusqu'en 1920 à partir des céréales cultivées sur l'île.
C'est aujourd'hui une des attractions proposées aux visiteurs de l'île. La citadelle, cette petite forteresse construite en 1863, à des fins militaires, n'a jamais connu le feu. Restaurée en 1998, elle abrite maintenant les ateliers et boutiques d'une verrerie d'art. La chapelle Saint-Michel, c'est le point culminant de l'île. De sa position, une vue à 360 degrés sur l'île et l'océan. Même si j'ai choisi de visiter l'île à la force du mollet, même électrique, il faut pédaler, l'âne, lui aussi, est un excellent moyen de locomotion. En arrivant au phare du Pan, j'ai parcouru les 3,5 km que mesure l'île. On trouve ici une côte très déchirée et de gros rochers aux formes parfois improbables. Un vague chemin empierré permet d'atteindre le phare à marée basse. Par de petits chemins, toujours très fleuris ou bordés de splendides palmiers, yucca ou eucalyptus, et de bien jolies demeures, je rejoins l'autre phare de Bréa, le phare de Rosedo. Il surplombe la mer à 40 mètres. Automatisé en 2007, il n'est plus gardé depuis le départ à la retraite de Claude, son dernier gardien. Il est maintenant l'heure de regagner le port en profitant des jolis paysages qu'offre la marée basse. L'incontournable d'un voyage en Bretagne, la côte de Granit Rose. 10 km de côte entre Perros-Guirec et Trébeurden, qui possède une particularité géologique, sa couleur. Un granit tirant sur le rose, particularité rarissime puisque seuls quelques endroits au monde, la Chine, la Corse et la Bretagne, possèdent cette singularité. Tout aussi spectaculaires, ces blocs de granit qui s'entassent les uns sur les autres dans un équilibre précaire et qui donnent des reliefs surprenants.
Cette magnifique balade se fait en empruntant le GR34 ou chemin des douaniers qui suit au plus près le rivage et nous fait découvrir des paysages hors du commun. À 2 pas de cette jolie côte, datant de 2000 ans avant Jésus-Christ, l'allée couverte et le menhir de Prajou. On trouve à l'intérieur de l'édifice des décors pariétaux qui attestent de l'utilité funéraire du monument. Ce soir, je ferai étape dans la jolie petite bourgade de Lannion, au cœur historique très bretonnant. Ce matin, après avoir traversé le Léguerre, le fleuve qui borde Lannion, je prends la route en direction des Monts d'Arrée au cœur de la Bretagne, un pays de contes et de légendes. Sur la route Guerlestin, une petite cité de caractère, nous dit le Michelin, semblant sortie tout droit du granit breton. Son église, sa grande halle, sa prison seigneuriale sont les témoins du pouvoir urbain de l'Ancien Régime. Les jolies maisons de pierre qui bordent la Grand Place donnent à ce petit village un charme tout particulier. De granit, ces pierres, et d'argent, ces rivières, Huelgat fait partie des lieux étranges de la Bretagne intérieure. Sa vocation touristique date des débuts du XXe siècle, quand les Anglais découvrent le site. Son lac, d'une superficie de 15 hectares, attire chaque année nombre d'amoureux de la nature qui trouvent ici calme et sérénité, tout comme dans la forêt voisine, classée comme l'une des forêts les plus belles d'Europe. Mais la forêt d'Elgoat n'est pas une forêt ordinaire, elle est le berceau des légendes bretonnes, où règne en maître Fées et Corrigan. Son chaos de rochers, fait de roches éruptives nées à 20 km de profondeur, ont été expulsés du centre de la Terre comme de vulgaires fétus de paille. Mais ici on dit que c'est Gargantua qui, mécontent du repas qui lui avait été servi, entra dans une grande colère et jeta des pierres aux habitants de la région. Résultat, un paysage fantasmagorique propre à transcender les imaginations des conteurs bretons. Vestige de l'ancienne forêt de Brocéliande, ces énormes galets s'étalent sur près d'1 kilomètre de long. « 7 mètres de long, 3 de haut, d'un poids de 137 tonnes, la pierre tremblante. C'est la star de la forêt.
On vient la voir pour relever le défi de la faire bouger. Il suffit de trouver le bon endroit où la pousser. Elle oscille d'une quinzaine de centimètres. Il était sur la route qui me menait au restaurant. Je n'ai pas pu moins faire que de m'arrêter devant ce haut menhir vieux de plusieurs millénaires. Une auberge musée où le patron vous raconte à la fin du repas des légendes bretonnes qui peuvent faire peur aux enfants. Vu à la télé, l'auberge du Wooding m'avait beaucoup plu lors de son passage sur FR3 et je voulais goûter son fameux Kig à farce, son plat signature, une sorte de potée bretonne plus que roborative. Même pas le temps de digérer. À 2 pas du resto, le dolmen de Thiar Boudigen, une sépulture vieille de plus de 3000 ans. Encore un bel endroit pour côtoyer fées et corrigans. Moins prestigieux que le chaos d'Elgoat, le chaos de Mardoul. Ici, la rivière prend un aspect étrange. Parsemé de grosses roches, cet endroit a servi de gué depuis l'Antiquité. Pour les moins de 79 ans, c'est un réel plaisir que de traverser le lit de la rivière en sautant de roche en roche. Ces 2 auges, taillées à même la pierre, auraient été utilisées pour l'exécution de rites pré-chrétiens. Son viaduc, son port, Morlaix, situé aux confins des Monts d'Arrée, sera ma ville étape du jour. À l'entrée du Finistère, connue surtout pour ses oignons, la petite ville de Roscoff. Son quartier médiéval, ses jolies maisons de granit, son église Notre-Dame Crossbast. Bâtie au milieu du XVIe siècle, on remarquera surtout son clocher au clocheton ciselé dans le granit. Sur les façades, des sculptures figurées d'hommes, d'animaux et de caravelles. Cachée derrière de jolis artichauts bretons, la cathédrale de Saint-Paul de Léon. Édifiée entre le XIIe et le XVIe siècle, elle est dédiée à Paul Aurélien, premier évêque du Léon. De chaque côté du chœur de la cathédrale, les stalles, en bois sculpté, sièges réservés aux moines, chamoines et moniales, datent du XVIe siècle. Les vitraux et la grande rosace datent du XVe siècle. Notre-Dame du Cresquer. Selon Vauban, un morceau d'architecture des plus hardis qu'il ne se soit jamais vu. C'est le plus haut des monuments gothiques de Bretagne.
Plouescat, une commune renommée pour ses plages de sable fin, ses criques abritées et même une partie de son littoral couvert de blocs de granit aux formes étranges et fantastiques. Sur quelques centaines de mètres, la plage de sable, c'est allez savoir pourquoi, recouverte d'énormes rochers, donnant un panorama des plus étonnants. Tel un jeune éterlou, je ne résiste pas à l'appel des sommets. Bondissant de rocher en rocher, je découvre les joies de l'escalade au bord de la mer. Qui l'eût cru? À Plouescan, on trouve une école d'escalade avec moniteur diplômé. Ménéam, un hameau de quelques maisons créé au XIXe siècle qui abritait des douaniers et qui verra la fermeture de la dernière chaumière en 1977 et le village tombe en ruine. Aujourd'hui restauré dans le respect de l'esprit d'origine, pierre, torchis, toiture en chaume, le village est ouvert aux visiteurs qui viennent nombreux. Adossé au rocher, le corps de garde fut construit en 1756. C'est en longeant la côte du Finistère Nord que je vais maintenant rejoindre Brest, mon étape du jour. La dernière portion de terre avant les États-Unis. Des falaises abruptes usées par les vents et la mer, un phare imposant qui veille sur les ruines d'une vieille abbaye, la pointe Saint-Mathieu se doit d'être visitée quand on est en Bretagne. C'est au VIe siècle que fut bâti le premier monastère et son abbaye pour abriter les reliques de Saint Matthieu. Aujourd'hui ne subsiste de ce monument que sa façade romane, les voûtes en pierre du chœur et les arcades de la nef.
À quelques kilomètres, le menhir de Kerloas. Avec ses 9,50 m, il est considéré comme le plus haut menhir actuellement debout. Brest, préfecture maritime, son arsenal, son pont de recouvrance. Nous verrons tout ça demain.